millimoles par litre de correction de natrémie les 24 premières heures. Mais même si ça se passe, il ne faut pas spécialement décorriger comme parfois on le fait pour les hyponatrémies où on corrige trop vite. Donc en soi, simplement retenir qu'une hypernatrémie, on donne du sel, on donne de l'eau, on donne plus d'eau que de sel et on en donne beaucoup. Et ça devrait, comme ça va. Il n'y a rien de plus à faire. On passe à l'hyponatrémie. Alors ça, c'est souvent considéré comme le trouble ionique le plus compliqué. Donc l'hyponatrémie, la concentration trop basse en sel dans le sang. Donc on va faire la même chose que la première fois. On va faire un petit cas clinique rapide et assez caricatural. Donc un patient de 79 ans, diabétique, hypertendu, vasculaire, qui vient pour altération de l'état général, comme souvent aux urgences, avec des diarrhées. Il est aussi sec, il est aussi hypotendu, il n'est pas tachycarde. Et à la prise de sang, lui, on lui trouve donc une hyponatrémie à 124 millimoles par litre de sodium, une petite hypokaliémie associée et de nouveau aussi une insuffisance rénale. Donc le DFG, on ne le regarde plus parce que ça n'a pas de sens en insuffisance rénale aiguë, ou en tout cas en épisode aigu. Et donc les questions, qu'est-ce qu'on aimerait avoir d'autre comme information pour pouvoir réfléchir à ce cas? Donc on a pour l'instant une prise de sang avec sa natrémie, on a sa fonction rénale, on a sa tension. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait avoir d'autres comme info pour pouvoir savoir comment prendre ce patient en charge? Le traitement, bravo, magnifique, très bien. Et quoi d'autre? Dans les hyponatrémies, pour vérifier que la natrémie est effectivement une hyponatrémie, qu'est-ce qu'on demande? Oui. Bon, oui, c'est ça, le plus classique, c'est la glycémie. Alors moi, j'ai rajouté l'acide urique et le bicarbonate, ça c'est un peu... clairement, le traitement, c'est important, et bien insister sur le traitement, parce que parfois les traitements sont parcellaires, parfois les patients ne connaissent pas très bien leurs médicaments, et on peut avoir avec des petits indices savoir s'ils prennent principalement donc des diurétiques, hein, c'est ça qu'on a envie de savoir, et la glycémie pour voir si c'est pas une fausse hyponatrémie. L'acide urique, ça je reparlerai un peu après. Le bicarbonate, moi je trouve que c'est quand même une information capitale, surtout chez un patient avec une insuffisance rénale et avec des diarrhées, chez qui on va probablement devoir mettre un remplissage qui est probablement acide et qu'on pourrait remplir plutôt avec en partie avec du bicarbonate plutôt que simplement avec du liquide physiologique. Mais donc voilà, moi je trouve que c'est une info qui est importante, mais ce n'est pas capital. Et donc, ce patient qui vient pour des diarrhées, une insuffisance rénale peut-être aiguë et une hyponatrémie, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a cette hyponatrémie? Est-ce que c'est une fausse hyponatrémie parce qu'en fait sa glycémie elle est à 300? Est-ce qu'il est potomane? Est-ce qu'il est déshydraté ou est-ce qu'il a un SIADH qui sont en gros les quatre diagnostics différentiels d'une hyponatrémie? J'ai dit que ce n'était pas très compliqué finalement le trouble ionique, quatre diagnostics, ça va. Je ne sais pas si vous avez une hypothèse. Il vient pour des diarrhées et il a une hyponatrémie. Il est déshydraté. Donc, on en revient à la définition de la déshydratation. Finalement, la déshydratation, c'est un manque d'eau, mais aussi un manque de sel, hein, puisque on peut être déshydraté avec une hypernatrémie et on peut être déshydraté avec une hyponatrémie. Donc, effectivement, ce brave homme est déshydraté. Et alors, comment est-ce que je vais confirmer que mon hypothèse est correcte? Soit je vais le remplir et je vais faire une prise de sang le lendemain. C'est l'impression que c'est ce qu'on fait en règle générale parce que finalement, c'est le plus facile à faire. Soit je vais faire une écho cardiaque, soit je vais faire une chimie urinaire. Comme je suis néphrologue, la bonne réponse, évidemment, c'est de faire une chimie urinaire. Et je ne sais pas faire les écho-cœurs. Donc, j'aurais été cardiologue, j'aurais peut-être dit que c'était de faire une écho-cœur, mais je ne sais pas les faire. Et donc, la chimie urinaire, c'est quelque chose qui nous apporte vraiment beaucoup d'informations, mais c'est vraiment pas compliqué, donc je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup d'informations à tout le monde, pas qu'aux néphrologues, parce que finalement, c'est assez logique, il y a rien à retenir par cœur, il y a juste à réfléchir et à avoir du bon sens. Alors juste, il faut savoir évidemment ce qu'il faut cocher sur les chimies urinaires. Ça, c'est un petit rappel de ce que c'est une chimie urinaire. La chimie urinaire, dans ce cas-ci, ce qui m'intéressera, c'est la créatinine, l'urée, le sodium et l'osmolalité. La bandelette, c'est pas une chimie urinaire, c'est juste de tremper pour voir s'il y a des globules rouges, des globules blancs. Ici, on s'en fout. Sédiment, la culture, même chose. Ça peut apporter beaucoup d'informations chez les gens qui ont des symptômes d'infection urinaire ou autre, mais dans ce cas-ci, c'est pas vraiment important. Même chose des protéines albumines, ça apporte beaucoup d'informations dans plein d'autres cas. Mais ici, on a un problème d'hyponatrémie. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si le rein répond de manière adéquate à cette hyponatrémie. Donc pour ça, on doit avoir le sel dans le sang, on doit avoir l'osmolalité dans le sang. Alors l'urée, ça c'est parce que le patient il est susceptible de prendre des diurétiques et avec le sodium dans le sang, c'est parfois perturbé. Et la créatinine, il faut retenir que si vous faites une analyse d'urine, une chimie urinaire, vous demandez toujours la créatinine. Parce qu'à la différence du sang, l'urine, c'est
susceptibles d'être très diluées ou très concentrées. Le sang, les concentrations, elles sont bien fixées. Par contre, dans les urines, si on a bu 5 litres ou si on n'a pas bu du tout, elles vont être très diluées ou très concentrées. Et donc, les concentrations vont varier énormément. Et donc, si on rapporte ça à la valeur de la créatinine dans les urines, on peut avoir énormément d'informations, alors que si on n'a pas la créate, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'informations. Et donc, ici, le patient, en gros, à son analyse urinaire, qu'est-ce qu'on voit? On va voir qu'éventuellement, son sodium, il va soit être très bas s'il ne prend pas de diurétique, ou il peut être haut s'il a des diurétiques. Mais en gros, le patient est déshydraté, donc on va s'attendre à ce que le sel dans les urines soit bas. On est déshydraté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'eau et pas assez de sel dans le corps. Et donc, comment le rein il va réagir? Il va se dire, moi, je vais garder tout le sel. Et donc, s'il garde tout le sel possible, le rein, ça veut dire que dans les urines, il n'y aura pas de sel. Et donc, simplement, un patient hypovolémique, il a une natriurèse basse. Donc, en gros, on regarde les urines. Si la natriurèse est basse, c'est que le patient, il est déshydraté et que son rein fait ce qu'il peut pour essayer de garder un maximum de sel dans le corps. Alors, c'est évidemment faux chez les patients qui prennent des diurétiques parce que les diurétiques obligent le rein à éliminer du sel. Donc, dans ce cas-là, on peut s'amuser à doser l'urée, mais bon, enfin, voilà, c'est un peu plus, c'est déjà une étape plus loin. Mais si on pense déjà à regarder le sel dans les urines, ça fait déjà une bonne information. Et alors, même chose, l'osmolalité, ça c'est la concentration des urines en gros. Et donc, un patient qui est déshydraté, il va avoir une osmolalité urinaire élevée, puisque les urines vont être super concentrées, puisque le rein va essayer de garder un maximum d'eau et un maximum de sel, mais aussi un maximum d'eau. Et donc, il va concentrer les urines. Et donc, on va avoir une osmolalité urinaire qui va être haute. Donc, un patient déshydraté avec une hyponatrémie va avoir un sel très bas dans les urines, il n'y en a pas beaucoup, et une osmolalité très élevée parce qu'il va concentrer ses urines. Et donc, le traitement de cette hyponatrémie, ce patient, en gros, il a une hyponatrémie parce qu'il est déshydraté, il a perdu du sel, il a perdu de l'eau, il n'est pas vieux et dément comme le patient d'avant, et donc lui, il est tout à fait capable d'aller au robinet et de boire. Il a des diarrhées, mais il sait, c'est du bon sens, que voilà, j'ai des diarrhées, donc je dois boire pour compenser. Donc il a bu beaucoup d'eau, par contre, il n'a pas mangé, et donc il a apporté plus d'eau dans son corps que de sel. Et donc, de nouveau, la natrémie, c'est un rapport de concentration entre le sel et l'eau. Il y a moins de sel que d'eau qui est arrivé, et donc, en gros, la concentration, elle est basse, mais l'hyponatrémie, c'est comme l'hypernatrémie, c'est un manque d'eau et un manque de sel dans ce cas-ci, sauf que dans ce cas-ci, c'est un manque plus de sel que d'eau. Et donc, le traitement, ça va être quoi? Ça va être de l'hydrater avec du physio, et évidemment d'arrêter ces antihypertenseurs, parce que parfois, on est un peu surpris de voir des patients qui montent à l'étage déshydratés, on leur a bien mis un remplissage, mais on n'a pas arrêté le diurétique. Forcément, si on met du sel d'un côté, mais qu'on oblige le rein à perdre du sel de l'autre, on ne va pas améliorer ces patients. Donc il faut vraiment toujours les remplir et empêcher qu'ils se vident de l'autre côté. Alors un deuxième cas qui est tout à fait différent, forcément. Donc un patient de 56 ans qui vient aussi pour altération d'état général comme tout le monde. Et lui, il est un peu nauséeux, il est confus. Cliniquement, il n'y a rien de particulier, une tension normale, rien de particulier sauf sa confusion. Il prend un petit antihypertenseur, des médicaments classiques comme tout le monde, quasiment. Et même chose à sa prise de sang, il est en hyponatrémie, puisque vous voyez que son sodium est à 116, nettement plus bas encore que le patient précédent, avec une glycémie qui n'est pas spécialement haute, et avec une fonction rénale, elle, pour le coup, qui est normale. Et alors, on voit que l'acide urique chez ce brave homme, il est bas. L'acide urique chez le patient précédent, on s'attend à ce qu'il soit haut. Les patients déshydratés, ils ont un acide urique qui est élevé, parce que quand ils sont déshydratés, le rein, il n'élimine plus l'acide urique. Donc, un patient qui vient aux urgences avec une insuffisance rénale et un acide urique très haut, on se dit que c'est probablement qu'il est déshydraté. Un acide urique beaucoup plus bas, c'est assez étonnant. Ça peut se voir chez les patients qui prennent des médicaments pour faire baisser l'acide urique, ou ça peut se voir chez les patients qui sont dilués. Donc, c'est un bon marqueur dans les hyponatrémies pour essayer de distinguer une dilution du sang d'une déshydratation. Donc, ce brave homme qui vient avec une fonction rénale normale, une grosse hyponatrémie à 116, un acide urique très bas, à quoi est-ce que je vais penser? Si d'un côté j'ai pensé à la déshydratation et que je parle de troubles ioniques, de l'autre côté, je vais penser à. Ah ben non, un CADH. Pourquoi pas potoman? Parce qu'il venait quand même parce qu'il n'était pas très très bien, qu'il était confus. Après, et des nausées. J'imagine qu'il ne boit pas beaucoup s'il a de nausées. Et accessoirement, justement pour son acide urique, mais donc ça c'est un peu, on va dire, subtil. Mais donc, les patients potoman, ils vont avoir un acide urique qui va être un peu bas. Alors, c'est pas parfait comme marqueur, mais c'est une bonne première approche avant de regarder les urines. Le potoman, il va avoir un acide urique bas, mais plutôt normal bas. Dans les CADH comme ça sévères avec des hyponatrémies profondes, souvent leur acide urique va être vraiment très très bas. Donc ça, c'est un
premier indice qui peut se dire, tiens, ce patient, il a peut-être un SIADH. Donc, on va faire sa chimie urinaire, parce que maintenant, vous savez, hop, si j'ai un trouble ionique, surtout si c'est des hypos, je fais une chimie urinaire. On voit que son sodium, il n'est pas spécialement bas. Alors, il faut savoir qu'un sodium bas, c'est en dessous de 10, en gros. Et son osmolalité, par contre, elle est concentrée. Donc là, ça veut dire quoi? De nouveau, on réfléchit, il n'y a rien à retenir par cœur dans les troubles ioniques, c'est juste s'amuser à réfléchir. Donc, en gros, le patient, il est en hyponatrémie et il n'est pas déshydraté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est intoxiqué à l'eau. De nouveau, il ne manque pas de sel puisqu'il n'est pas déshydraté. Il est hyponatrémique parce qu'il y a un excès d'eau. La natrémie, c'est un rapport entre le sel et l'eau. Donc, soit on manque de sel, soit il y a trop d'eau. Dans ce cas-ci, il y a trop d'eau. Et donc, ce n'est pas un manque de sel, c'est un excès d'eau. Que doit faire le rein s'il y a un excès d'eau? C'est ce qu'on va voir chez un potomane. S'il y a un excès d'eau, le rein, il travaille bien. Ben, il va éliminer l'eau. Et donc, on va voir dans les urines qu'elles sont super diluées. Il va uriner de l'eau pure quasiment, et donc il va y avoir des osmolités urinaires qui seront très basses, puisque les urines seront très diluées. Il y aura beaucoup d'eau dans les urines pour essayer de compenser toute l'eau qui rentre. Le rein, il essaye de sortir toute l'eau, mais il fait ce qu'il peut. Parfois, la capacité du rein à éliminer l'eau est dépassée par la quantité de ce que les gens peuvent boire. Dans le SIADH, donc la sécrétion inappropriée de l'ADH, qui est l'hormone qui concentre les urines, bah, le rein, il ne va pas éliminer l'eau parce qu'il reçoit comme information de l'ADH qu'il doit garder un maximum d'eau. Et donc les gens, ils ne boivent pas spécialement beaucoup, mais le rein, de manière anormale et pathologique, il va garder l'eau parce qu'il a l'impression qu'il doit garder l'eau. Et donc les patients vont s'intoxiquer à l'eau, vont se diluer, et donc ils vont diluer leur sodium, diluer leur acide urique. Et dans les urines, on va remarquer que n'est pas du tout logique parce que alors qu'il y a trop d'eau dans le corps, le rein ne l'élimine pas puisque les urines sont concentrées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'eau dedans. Et donc, comment est-ce qu'on va traiter ces gens-là? Un patient qui est intoxiqué à l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner moins d'eau et donc on va lui appliquer une restriction hydrique. Aux urgences, parce que la restriction hydrique, c'est plutôt un traitement qu'on va aussi mettre en chronique, mais donc là, le patient, il arrive en hyponatrémie aux urgences, il est symptomatique, il est confus, il est nauséeux, il a 116, qui est quand même une valeur déjà assez basse, et donc il va falloir faire remonter sa natrémie. On sait qu'il ne faut pas les faire remonter trop vite, on a souvent peur de les faire remonter trop vite, les natrémies, parce qu'à la différence des hypernatrémies, des hyponatrémies, si on les corrige trop vite, il peut y avoir des effets secondaires. Mais chez les patients symptomatiques, il faut quand même les corriger à court terme. Et donc, on recommande de les augmenter, la natrémie de, on dit 6 millimoles par litre de natrémie en 6 heures pour éviter qu'ils ne convulsent, pour éviter les effets secondaires liés à l'hyponatrémie. Donc, un patient en hyponatrémie symptomatique, en hyponatrémie sévère, on va faire remonter sa natrémie. Alors, la restriction hydrique, ça ne va pas agir très très vite. Lui dire d'arrêter de boire, les effets positifs, ça va être plusieurs jours plus tard. Donc comment est-ce qu'on va faire remonter la concentration en sel dans le sang? On va donner à ces patients du liquide dans lequel il y a beaucoup plus de sel que d'eau, donc ce qu'on appelle de l'hypertonique. Et donc ça ne va pas être du NaCl 0,9% qu'on va leur donner, ça va être du NaCl 3%, donc 3 fois plus en petite quantité. Et donc on va leur donner du sel pour faire remonter leur natrémie. Et donc ça, il faut le faire évidemment sous contrôle biologique rapproché puisqu'il ne faut pas remonter trop vite. Mais il faut quand même à court terme, donc ça c'est important en salle d'urgence, un patient avec une hyponatrémie sévère symptomatique, il faut le corriger avec de l'hypertonique. Du NaCl 3%, je pense qu'on n'en a plus ici à l'hôpital de Oui. Donc ça, normalement, il faut les fabriquer soi-même en mettant des ampoules de sel dans des baby bags. Mais c'est important de les corriger sous contrôle biologique régulier. Donc le traitement, c'est une restriction hydrique, mais ça va corriger sur du long terme. De l'hypertonique, donc plus de sel que d'eau. L'hypernatrémie, c'est le contraire, hein, on donne plus d'eau que de sel. L'hyponatrémie, on donne plus de sel que d'eau, finalement. Je l'avais dit, hein, c'est facile, il n'y a rien de chinois là-dedans. Et on va bien suivre la natrémie, parce que, à la différence de l'hypernatrémie, là, il peut y avoir des complications, hein, la myélolyse centropontine, comme on dit, qui peuvent être sévères si on corrige trop rapidement. C'est pour ça que c'est des patients qu'il vaut mieux quand même surveiller, soit en salle d'urgence les premières heures, soit aux soins intensifs. Un patient jeune qui vient avec une hyponatrémie sévère symptomatique, qu'on doit corriger rapidement, c'est quand même des patients qu'il vaut mieux mettre en surveillance aux soins intensifs plutôt qu'en salle, parce qu'il faut des contrôles biologiques réguliers pour s'assurer que la natrémie ne remonte pas trop vite. Donc, en gros, l'hyponatrémie, c'est pas compliqué.
il faut d'abord exclure une pseudo-hyponatrémie, comme Claude l'a très bien dit. On calcule l'osmolalité plasmatique. Donc, la pseudo-hyponatrémie, c'est quoi? C'est le sel qui est bas, en fait, parce qu'il est remplacé par autre chose, par exemple du sucre, hein. Donc, si le sucre est très haut, bah, le sel il va être un peu plus bas pour maintenir l'osmolalité constante. Et donc, ça, c'est assez facilement fait. Donc, si on a une vraie hyponatrémie, on évalue si le patient il est déshydraté, euvolémique ou hyperhydraté. Alors ça, on peut voir à l'anamnèse. Si le patient dit qu'il n'a pas arrêté d'avoir des diarrhées ou des vomissements les derniers jours, s'il prend des diurétiques, bah, ça, c'est plutôt des arguments pour dire qu'il est déshydraté. Les diurétiques, quand je parlais d'insister sur le traitement, c'est quand même important parce que il y a des petits indices qui peuvent nous permettre de savoir s'ils prennent des diurétiques. Parfois, ils disent qu'ils prennent, par exemple, je sais pas moi, de l'Exforge, du Losartan, des choses comme ça. Et donc, il y a deux manières de savoir s'il y a un diurétique dedans, s'il y a un CO, un plus ou un HCT. Donc ça, il faut vraiment leur poser la question spécifiquement. Ça veut dire qu'il y a un diurétique. Et alors, on peut aussi demander s'il y a deux chiffres ou un chiffre. Donc les diurétiques, les CO, etc. Il y a toujours un slash 25, slash 2,5 derrière. Et donc ça, c'est des manières de savoir s'ils prennent les diurétiques. Est-ce qu'ils sont potomanes? Alors, ils vont rarement le dire, hein, je suis potomane. Ou ils ont une insuffisance cardiaque hépatique ou rénale. Ça, c'est encore dans un autre cas où c'est des patients qui sont plutôt hypervolémiques. Et alors, la prise de sang va doser l'urée, la créate et l'acide urique. Donc, évaluer la réponse rénale avec une chimie urinaire dans laquelle on regarde la natriurèse. Elle est basse, il est déshydraté, elle est normale ou haute, soit il est sous-diurétique, soit il est euvolémique et on exclut une déshydratation, ou alors il a une nécrose tubulaire, mais là, il aurait une insuffisance rénale plus sévère. Et on regarde l'osmolalité urinaire, soit le rein fait ce qu'il faut, elle est basse, très bien, il élimine de l'eau, les urines sont diluées, soit elle est haute, c'est pas normal, c'est inadapté, et là, c'est qu'il y a trop de la fameuse ADH, l'hormone antidiurétique, qui circule. Donc, l'hyponatrémie, en gros, c'est soit une intoxication à l'eau, pas un manque de sel, et donc ça, c'est important de le savoir parce que dans ce cas-là, ça sert à rien de donner du sel. Il y a quand même beaucoup de patients qu'on retrouve avec des gélules de sel parce qu'ils ont des hyponatrémies et on pense qu'en leur donnant du sel, ça va aller mieux. C'est souvent en plus des patients qui sont sous thiazide et c'est pour ça qu'ils ont une hyponatrémie. Du coup, on leur donne à la fois un diurétique et ils sont hypertendus et on leur donne du sel, donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, vraiment bien comprendre que c'est pas un manque de sel. Ou alors ils sont déshydratés, hypovolémiques. Ça, c'est un manque de sel. Et alors, dans ce cas-là, on en donne. Comment on le traite? Alors, en fonction de la vitesse d'installation de la natrémie, si on se dit que c'est aigu parce qu'il y a des événements, clairement, il a eu des diarrhées, il est déshydraté, et il y a 3 jours, il allait très bien, on peut corriger aussi vite qu'on veut. Si par contre, on a un doute sur la vitesse d'installation, que c'est chronique ou inconnu, comme je l'ai dit, on essaie de ne pas corriger trop vite, sinon on a des effets secondaires. Mais si les symptômes sont sévères, on doit quand même d'abord corriger vite, et puis après, on corrige moins vite, lentement, parce qu'une fois qu'on a passé le cap aigu, on peut se permettre d'aller nettement plus lentement. En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui demandent d'annoter, c'est ça qui me fait planter. Voilà. Donc, en résumé, les patients sont déshydratés, on arrête les diurétiques, on corrige l'hypovolémie. Les patients sont potomanes, on leur demande de ne plus être potomanes, c'est très facile. Les patients ont SIADH, restriction hydrique. Alors, il y a des traitements un peu plus spécifiques, mais c'est vraiment pas des traitements pour l'urgence, hein. Si on n'arrive pas avec la restriction hydrique à se débarrasser de l'hyponatrémie, on doit leur donner des choses qui vont les aider à éliminer de l'eau, parce que c'est une intoxication à l'eau. On peut leur donner du sirop d'urée. Le sirop d'urée, ça marche bien parce que l'urée va être éliminée par le rein et va prendre avec elle de l'eau. Donc les patients vont éliminer de l'eau libre. Le problème du sirop d'urée, c'est que c'est de l'urée et que l'urée, ça goûte l'urine. Et donc les patients, ils vont pas toujours être très très contents de prendre du sirop d'urée. Et alors il y a les Vaptans, c'est des médicaments assez spécifiques qui inhibent les canaux et les aquaporines qui réabsorbent l'eau, qui ne sont pas remboursés dans cette indication en Belgique. Mais donc voilà, ça existe, mais on ne peut pas les avoir chez nous. Et donc ne pas oublier que si un patient est symptomatique de son hyponatrémie, on la corrige rapidement en aigu et on la corrige avec de l'hypertonique. En SIADH, ça ne se corrige pas avec du physio. Si on donne du physio à un patient qui a un SIADH sévère, qui a une osmolalité urinaire à 600, ça va aggraver son hyponatrémie. Donc il faut vraiment donner plus de sel que d'eau. Voilà pour les troubles de la natrémie. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou ça va encore?
Ça va encore. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la natrémie ou est-ce qu'on garde toutes les questions pour la fin? Pour la fin. Alors, on va attaquer la kaliémie. Bon, c'est le plus indigeste, je pense, est derrière nous, hein. Donc, on va pouvoir passer à des choses qui sont nettement plus triviales. Donc, l'hyperkaliémie, ça, c'est quelque chose, je pense, que vous connaissez super bien. Aux urgences, vous avez quand même souvent des hypercalémies, vous savez très bien comment réagir. En gros, l'hypercalémie, c'est normalement, dans la grande majorité des cas, exclusivement chez des patients qui ont une insuffisance rénale, puisque le potassium, il est très bien éliminé par le rein. Donc, des patients qui urinent parfaitement bien avec une fonction rénale normale, c'est très rare qu'ils aient des problèmes d'hyperkaliémie. Ça peut arriver dans des syndromes de Lille, des polytraumatismes, puisque le potassium, il est principalement à l'intérieur de la cellule, et donc quand les cellules se détruisent, tout le potassium sort, se retrouve dans le sang, et donc transitoirement, le temps que le rein élimine tout le potassium, il peut y avoir des hypercalémies transitoires qui peuvent être sévères, mais c'est quand même pas banal. Euh, Toujours bien penser, quand on a une hypercalémie qui nous étonne, donc un patient qui a 6 de potassium alors qu'il a une créatinine tout à fait normale et qu'il n'y a aucune raison qu'il ait une hypercalémie, donc, ce qui se passe quand on a un polytraumatisme, à savoir que les cellules se détruisent et que le potassium sort, ça peut aussi tout à fait arriver quand on a ce qu'on appelle une hémolyse. Donc, si les globules rouges se détruisent, comme ça peut arriver dans un tube de sang s'il n'est pas bien préservé ou qu'il est analysé longtemps après qu'on l'ait prélevé, il va y avoir une sortie du potassium et donc on peut avoir ce qu'on appelle une hypercalémie sur une hémolyse. Donc, si on a une hypercalémie très étonnante, ne pas hésiter à recontrôler. Il y a des petites choses qu'on peut faire pour limiter le risque de l'hémolyse, c'est essayer de prélever les prises de sang sans mettre de garrot, en demandant au patient de ne pas pomper avant la prise de sang, l'analyser tout de suite. Et alors, il faut toujours penser, quand il y a une hyperkaliémie, à la présence éventuellement associée d'une acidose métabolique, donc un taux de bicarbonate qui est bas pour une raison X ou Y. Ça, j'ai pas parlé je vous ai épargné les acidoses pour ce soir, rassurez-vous. Parce que ça, c'est encore bien plus tordu. Mais donc, c'est clairement important quand on dose le potassium de doser soit un bicarbonate, soit un pH, ça peut être même un pH veineux. Et je trouve que ce n'est pas souvent fait et pas assez fait. Et je me pose la question, et c'est un des objets de la réunion ce soir, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être systématiquement sur la prise de sang d'admission en salle d'urgence de mettre le bicard avec le sodium, chlore, calcium, phosphore et le potassium, de rajouter le bicard. Je pense pas que ça va ruiner la sécu. Et ça s'est fait dans d'autres salles d'urgence. Donc ça, je pense que ça pourrait avoir une belle plus-value. Parce que si on a une acidose métabolique, on peut avoir une hyperkaliémie associée par un problème de potassium qui sort des cellules. Alors, vous le savez certainement, il y a des médicaments qui font monter le potassium, les IEC inhibiteurs d'organoconversion, Coversil, Lestril, les ARA2, donc les Sartans, Cosar, Belsar, qui font monter le potassium, les diurétiques d'épargne potassique comme l'aldactone, furanolactone ou l'amiodarone, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, de nouveau, on a une hyperkaliémie, pas hésiter à aller demander au patient s'il prend ce genre de médicaments, parce que le traitement, ça va aussi passer par arrêter ces médicaments-là, au moins transitoirement. Le traitement, je pense que vous le connaissez mieux que moi en aigu. On fait un ECG. Si le CG est modifié, on donne du gluconate de calcium qui va absolument pas avoir d'effet sur la kaliémie, mais qui va stabiliser la membrane cardiaque et qui va empêcher les troubles du rythme. Donc, première chose à faire si un patient a une hypercalémie, c'est le CG. Si le CG est modifié, on donne du gluconate de calcium. Si on ne veut pas s'embêter, on en donne de toute façon. Ça peut pas faire de tort si on a le moindre doute. Mais donc, ça ne va absolument pas corriger la kaliémie. Par contre, pour corriger la kaliémie, vous connaissez très bien la solution tampon glucose et insuline. Je pense que dans toutes les salles d'urgence du monde, il y a des recettes différentes pour la préparer, mais en gros, le concept est le même. On donne de l'insuline au patient parce que l'insuline va faire rentrer le potassium dans la cellule. Et donc, si on lui donne de l'insuline, il faut lui donner du sucre, sinon il va faire une hypoglycémie et on ne lui aura pas rendu service. Donc, du glucosé et de l'insuline, ça permet de temporiser face à une hyperkaliémie, mais ça ne va pas corriger le problème si le patient n'urine pas. Parce que ça va simplement faire passer le potassium de à l'intérieur du sang à l'intérieur de la cellule. Et donc, si le patient n'urine pas, il va ressortir à un moment et l'hypercalémie elle va récidiver. Donc c'est simplement pour gagner du temps, le temps que le corps élimine le potassium de manière physiologique en urinant. Et donc ça marche très bien, ça marche très vite, mais c'est une solution temporaire, le temps que le rein prenne le relais. Si le patient est acide, on donne du bicarbonate de sodium pour corriger l'acidose. De nouveau, en corrigeant l'acidose, on va remettre le potassium à l'intérieur des cellules. Donc ça marche bien à nouveau en aigu le temps de corriger le problème, mais de nouveau, ça ne fait pas sortir le potassium du corps. La seule chose qui fait sortir le potassium du corps, c'est les reins, s'ils fonctionnent, la dialyse, si les reins ne fonctionnent plus. Et donc je dis bien dialyse et pas CVVH parce que le potassium, c'est beaucoup mieux
éliminée par une hémodialyse classique que par une épuration extrarénale continue comme la CVVH. Alors il y a d'autres traitements, les diurétiques de Lens, donc l'Azix, furosémide, Burinex, qui vont provoquer une sortie plus importante de potassium, mais il faut les donner avec prudence parce que les patients peuvent être, s'ils ont une hypercalémie, souvent ils ont une insuffisance rénale. S'ils ont une insuffisance rénale et qu'on leur donne des diurétiques s'ils sont secs, ben, ça va aggraver les choses. Le caillexalate, alors on en donne beaucoup. Si on va regarder sur UpToDate, normalement on ne peut pas en donner. Parce que c'est le rapport bénéfice-risque est défavorable, ça donne des nécroses intestinales, ça marche pas bien, ça marche apparemment pas mieux que des laxatifs. Et surtout, les patients, ils ne le prennent pas. Donc aux urgences, peut-être que s'il est devant vous, ils vont le prendre, mais si vous donnez du KXA 3 fois par jour à un patient, si vous dites qu'il le prend, c'est qu'il vous ment. C'est une bonne manière de savoir si les patients vous mentent pour les autres médicaments, c'est de leur demander s'ils prennent leur KXA 3 par jour. Mais là, franchement, le KXA 3 par jour, c'est immangeable, donc c'est juste pas possible. Et alors, il y a toujours aussi les bêta-2 mimétiques en aérosol. Même concept, ça fait rentrer le potassium dans la cellule. Maintenant, c'est quand même un peu moins efficace et un peu moins. Enfin, autant mettre le glucose et l'insuline qui fonctionne très bien. En chronique, c'est moins le cas, enfin, c'est moins le sujet de ce soir. Mais donc, le régime pauvre en potassium, de nouveau, c'est débattu parce que si on dit aux gens de ne pas du tout manger de potassium, principalement, on leur dit de pas manger de fruits et légumes, du coup, ils se constipent, du coup, ils vont absorber plus le potassium, du coup, leur calémie va quand même monter. Et donc, il y a de plus en plus de données qui disent qu'il ne faut pas réduire les fruits et les légumes, enfin, les aliments riches en fibres chez les patients en hypocalémie parce que ça ne fait pas spécialement bénéfice. Alors, de nouveau, il faut rester raisonnable, il ne faut pas leur dire de manger 50 bananes par jour, mais un régime dialysé chez les patients qui ont des problèmes de potassium peut comporter quand même des aliments avec du potassium dedans, si c'est des aliments qui favorisent le transit. On va adapter les médicaments, éventuellement mettre des diurétiques, corriger l'acidose. Et alors les chélateurs, donc ces médicaments qui vont emprisonner le potassium dans le tube digestif pour empêcher qu'il soit absorbé. Il y a le caillexalate dont je vous ai parlé. Il y en a des nouveaux qui sont un peu moins connus parce qu'ils sont nouveaux et parce qu'ils sont chers et parce qu'ils sont limités dans leur remboursement. C'est le Veltassa et le Lokelma. Et donc, c'est des médicaments qui ne sont prescrits en théorie remboursés que pour des patients qui ont une hyperkaliémie avec une maladie rénale ou cardiaque qui justifie un traitement qui fait monter le potassium, c'est qu'on ne peut pas mettre ce traitement parce qu'ils ont une hyperkaliémie. Donc, ce n'est pas des traitements qu'on peut mettre comme ça en salle d'urgence, c'est des traitements qui sont soumis à un remboursement et qui coûtent quand même relativement cher comparé au Caexalate ou au Sorbistérite, qui lui, pour le coup, il ne coûte pas grand-chose. Ça, c'était pour l'hyperkaliémie. On avance. Alors, l'hypokaliémie. Les causes de l'hypocalémie, ben, soit on a perdu du potassium, typiquement c'est les vomissements, les diarrhées, soit on a mis le potassium à l'intérieur des cellules, c'est le contraire de l'hypercalémie. L'hypercalémie, le potassium il sort, l'hypocalémie, le potassium il rentre dans la cellule, soit le rein élimine du potassium de manière inopportune. Alors comment est-ce qu'on peut identifier l'hypertrénal? rénale? Alors ça, effectivement, c'est peut-être pas la priorité en salle d'urgence quand il y a quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardiaque et quelqu'un qui fait une crise épileptique, se demander pourquoi le patient est en hypocalémie. Mais donc si on veut quand même faire un bilan, ben, on fait de nouveau simplement une chimie urinaire où on regarde le potassium, la créate. Alors des urines de 24 heures, c'est sûr que ça aux urgences, on ne va pas les faire. Mais par contre, simplement un échantillon d'urine avec une créate et un potassium, ça permet de savoir si le patient, son potassium, il fruite des urines ou d'ailleurs. Ce n'est pas indispensable de le faire parce que le traitement, de toute façon, c'est la même chose. Mais par contre, pour du plus long terme, pour la prise en charge future, c'est quand même intéressant. Et donc, faire un échantillon d'urine, finalement, aux urgences, on fait souvent des sédiments. Donc, c'est pas compliqué de cocher en plus une chimie, même si à court terme, ça ne change pas. Nous, à l'étage, si on les récupère ou en consultation, bah, ça nous donne quand même pas mal d'infos pour essayer de traiter le patient le mieux possible. Et une fois qu'on a mis les traitements, bah, ça devient beaucoup plus compliqué à interpréter. Ne pas oublier, même chose que pour l'hypercalémie, de regarder l'équilibre acide-base. Si le patient est en alcalose, son potassium va être plus bas. Et alors, il y a une chose qui est quand même importante à regarder, qui n'est pas sur l'ionogramme de base des urgences, c'est le magnésium, encore un ion en plus. Mais donc, si on a une hypocalémie et qu'avec ça, on a une hypomagnésémie, on n'arrivera pas à corriger l'hypocalémie simplement en donnant du potassium. Donc ça change la prise en charge. Donc ça, je pense que ça vaut quand même la peine de penser à le rajouter sur la bio. Quelqu'un qui a une hypocalémie, on rajoute son magnésium. Si son magnésium est bas, si on ne lui donne pas du magnésium en plus du potassium, on n'arrivera pas à corriger son potassium parce que le rein va continuer à éliminer trop de potassium. Donc on va lui donner du potassium qui va uriner et on ne va pas s'en sortir. Donc ça vaut quand même toujours la peine, quand il y a une hypocalémie, de regarder le magnésium. Comment on va traiter une hypocalémie? Bah, on va donner du potassium, ça pour le coup c'est assez binaire. Donc s'il y a une hypomagnésémie, on la corrige, je viens de le dire, et s'il y a une l'hypocalémie, on en donne soit par la bouche, c'est l'ultraca que vous connaissez tous, ou par voie intraveineuse avec les limites du fait que le chlorure de potassium c'est très irritant pour les veines, et donc en théorie on dit maximum 40 à 60
mètres par litre, enfin, on dit 40, mais on peut aller jusqu'à 60 mètres par litre sur 24 heures sur une voie périphérique. On peut mettre plus sur une voie centrale. Une alternative, si on n'a pas de voie centrale, qu'un patient est en hypocalémie sévère, on peut aussi mettre deux voies. Ça lui fait le double de la dose. Mais effectivement, mettre plus, ça fait vite les pertes. Et alors, il y a quand même quelque chose qui est toujours intéressant à savoir, c'est que si on corrige une hypocalémie, il faut mettre du liquide physio avec le potassium, parce que si on met du glucosé, ben, le glucosé va faire que le corps va produire de l'insuline, et donc en gros, on va faire comme si on donnait un tampon glucosé-insuline à quelqu'un qui est déjà en hypocalémie. Et donc donner du sucre à quelqu'un qui est en hypocalémie, ça risque d'aggraver l'hypocalémie par la sécrétion d'insuline qui va faire rentrer le potassium. Donc l'hypocalémie, ça se corrige avec du physio. Et alors, il faut savoir que l'hypocalémie, ça peut assez vite surcorriger. Les marges sont assez étroites, hein, donc on passe vite d'une hypocalémie à une hypercalémie. Et ça, au niveau des effets secondaires cardiaques, ça peut être délétère. Donc, pas hésiter à corriger euh, l'hypocalémie, mais ne pas hésiter à contrôler régulièrement si on donne des doses importantes de potassium intraveineux. Et on est déjà à 2 troubles ioniques sur 3 prévus ce soir. Et ça, c'est bien. On avance. Les troubles de la calcémie, en plus, c'est vraiment facile. Alors, ça, vous le savez, à mon avis, enfin, vous êtes nombreux à le savoir, c'est que la calcémie totale qu'on dose, elle est parfois fausse. C'est pour ça que dans les labos, ils répondent calcémie corrigée. En gros, le calcium, c'est un ion qui va être à la fois présent sous forme libre, ce qu'on appelle le calcium ionisé, qu'on dose sur les gazométries notamment, mais qui va aussi être lié à l'albumine. Et donc, le calcium qui est efficace, utile, qui donne ses effets, c'est le calcium libre. Le calcium lié à l'albumine, on s'en fout. Et donc le calcium total, si l'albumine, elle est normale, ben, c'est un bon reflet de la calcémie. Si par contre, il y a une hypoalbuminémie, ben, donc le calcium total va être plus bas puisqu'il n'y aura pas ce calcium lié à l'albumine. Par contre, le calcium ionisé, il peut être tout à fait normal. Donc, si il y a un souci de calcium, on dit de confirmer par un dosage du calcium ionisé pour être sûr. Alors, il y a une formule, et je pense que le labo la répond ici, hein, le calcium corrigé. Je ne sais pas si on a la formule du calcium corrigé ici à l'hôpital de Oui, mais je pense oui que oui. Il y a des gens qui se sont amusés à faire une étude où ils ont comparé la performance du calcium total ou du calcium corrigé par rapport à la valeur du calcium ionisé. Et donc, ils ont vu que si on fait la formule du calcium corrigé, ça ne fait pas du tout mieux que le calcium total. Donc, en fait, cette formule du calcium corrigé, on s'en fout. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que si on a un taux d'albumine ou de protéines trop bas dans le sang, ben, il faut prendre la valeur de calcium avec précaution. Et si on a un doute, on fait une gazo, on fait un dosage du calcium ionisé et on a une réponse beaucoup plus fiable. C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement à l'hôpital. En ville, c'est plus compliqué parce que les labos extérieurs ne le font pas, mais à l'hôpital, on peut le faire, c'est très facile. Donc ne pas hésiter à confirmer des problèmes de calcémie avec un dosage du calcium ionisé. Alors l'hypercalcémie, c'est trop de calcium dans le sang, là pour le coup, c'est pas normal. Il y a une chose à faire pour un dosage biologique à faire qui permet de discriminer vers quelle origine on se trouve pour cette hypercalcémie. Je ne sais pas s'il est magnifique. Bravo. Donc il y a une chose à faire quand on a une hypercalcémie, c'est doser la PTH ou la parathormone. La parathormone, c'est l'hormone qui règle la calcémie dans le sang. Donc s'il y a un problème de calcium dans le sang, on dose la parathormone. Et la parathormone, si on a une hypercalcémie, elle sera. Ben, ça dépend. Mais si ce n'est pas un problème de parathormone, elle doit être en théorie basse et pas normale. Donc si on a trop de calcium dans le sang, l'hormone qui est censée faire monter le calcium dans le sang, ben forcément, elle va baisser. Elle ne va pas rester normale. C'est comme toutes les valeurs des hormones. Quand on a une hyperthyroïdie, la TSH, elle s'abaisse. Ben, c'est la même chose quand on a une hypercalcémie, la PTH, elle s'abaisse. Et donc, si on a une hypercalcémie, la PTH, elle doit être basse. Donc, si on a une hypercalcémie et que la PTH est basse, très bien, c'est autre chose. Si on a une hypercalcémie avec une PTH normale ou autre, c'est un problème de PTH ou des maladies plus rares que je ne vais pas évoquer ici parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais donc, en gros, PTH. Hop, si la PTH est normale ou haute, hyperparathyroïdie, on dit primaire ou éventuellement tertiaire. La tertiaire, c'est comme une primaire, mais chez un patient qui a eu une insuffisance rénale ou qui a une insuffisance rénale sévère, dialysée ou greffée. L'hyperparathyroïdie qu'on dit secondaire, c'est celle où la calcémie est basse. Donc, ce n'est pas du tout le cas de l'hypercalcémie. Donc, c'est une hyperparathyroïdie primaire. Si par contre la PTH
est basse, très bien, le corps réagit normalement, donc il y a trop de calcium dans le corps il se dit, ah, il y a trop de calcium, j'arrête de faire de la PTH parce qu'il faut arrêter de faire monter le calcium. Mais donc c'est que ça vient d'ailleurs, et là, de nouveau, très facile, si c'est pas la PTH, c'est soit qu'on casse l'os, il y a un cancer ou des métas ou éventuellement une résorption osseuse chez les gens qui sont immobilisés longtemps, qui font que l'os se résorbe parce que le calcium dans le corps, il est situé dans l'os. Donc si c'est pas la PTH, soit c'est l'os qui largue tout son calcium parce qu'il y a des métastases, parce qu'il y a un myélome, parce qu'il y a une tumeur osseuse, soit c'est la vitamine D qui s'active trop. La vitamine D, c'est une autre hormone qui va faire monter le calcium. Donc, si on a une activation, ça devient des choses qui sont un tout petit peu plus vraiment néphrologiques, mais en gros, il faut savoir que la vitamine D qu'on mange tous ou que le soleil produit, c'est de la vitamine D, comme on dit, native, qui va ensuite être transformée par le foie et puis finalement transformée par le rein dans ce qu'on appelle la vitamine D activée ou le calcitriol. Et cette vitamine D activée, elle va être hyper efficace, elle a des concentrations très très faibles, mais hyper efficaces, et va faire aussi monter le calcium. Et cette vitamine D, normalement, elle n'est activée que par le rein. Et d'ailleurs, c'est quand on a de l'insuffisance rénale, elle va moins fonctionner, donc on va avoir des problèmes de calcium probable. Et donc si cette vitamine D activée, donc on appelle la 1,25 OH2 vitamine D ou calcitriol, est beaucoup trop haute, c'est qu'il y a une maladie qui active cette vitamine D, et ça, c'est ce qu'on appelle les granulomatoses. C'est la sarcoïdose, la tuberculose ou le lymphome notamment. Donc soit c'est la PTH, soit c'est l'os qui se détruit avec des métastases ou des cancers, soit c'est la vitamine D qui est trop activée, ou alors il y a des rares cas d'intoxication à la vitamine D native, la décure. Il y a eu un décès, je pense, récemment, on en a parlé dans la presse généraliste, de quelqu'un qui avait, je pense, de la décure tous les jours et qui est mort avec une insuffisance rénale et une hypercalcémie sévère parce qu'il y avait des valeurs de vitamine D explosées, mais il faut dire en prendre vraiment beaucoup. Par contre, le Rocaltrol, l'alpha-léo sont des vitamines D activées ou des activateurs de vitamine D, donc ça, c'est plus facile si on en prend de manière inopportune d'avoir des problèmes d'hypercalcémie. Et le syndrome des buveurs de lait, c'est un truc historique qui, en gros, n'arrive plus, qui des gens qui buvaient énormément de lait et qui prenaient du bicarbonate pour leur estomac pour des problèmes d'ulcère. Mais maintenant, on a les IPP, donc ça arrive quand même beaucoup. Comment on traite une hypercalcémie? On dilue les patients et on leur fait pisser leur calcium en les hyperhydratant. Donc on leur met du physio à bonne dose, des remplissages vraiment agressifs s'ils le supportent. Et alors, pendant tout un temps, et encore récemment, et encore probablement maintenant, il y a des gens qui pensent que quelqu'un qui arrive en hypercalcémie aux urgences, il faut lui mettre des diurétiques de Lens, puisque, donc diurétiques de Lens, furosémide, Lasix, Burinex, c'est des médicaments qui ont comme effet secondaire d'augmenter le calcium dans les urines. Et donc, on se dit, bah, plus qu'on augmente le calcium dans les urines, si on met des diurétiques comme ça va aller mieux. Sauf que les patients qui ont une hypercalcémie, ils sont déshydratés parce qu'à cause de l'hypercalcémie, ils vont éliminer plus d'eau, plus de sel dans leurs urines. Donc, un patient qui arrive en hypercalcémie sévère, il aura la plupart du temps une insuffisance rénale aiguë et il sera déshydraté. Et si on met un diurétique à quelqu'un qui est déjà déshydraté, il ne va pas aimer et donc ça va faire pire. Donc, on les hyperhydrate et s'ils deviennent en surcharge, à ce moment-là, oui, clairement, on peut leur mettre un diurétique de Lens. Mais il ne faut pas leur mettre un diurétique de Lens d'emblée quand ils arrivent pour une hypercalcémie. Et puis alors les traitements secondaires après l'hyperhydratation, c'est la calcitonine, qui est quelque chose qui marche très bien à très court terme pendant les 2 premiers jours. Sauf qu'en Belgique, pour l'instant, on n'en a plus. On peut la commander à l'étranger, mais elle est en rupture. Donc voilà, il en reste un peu à l'hôpital de Huy. Donc si vous avez l'hypercalcémie sévère, on peut toujours en donner un peu, mais a priori, ça sera plus commercialisé en Belgique. Et alors, ce que vous connaissez probablement mieux, ce qu'on appelle les bisphosphonates, qu'on donne chez les patients, notamment avec des cancers qui ont des métastases osseuses avec des hypercalcémies, on va leur donner des bisphosphonates, donc Aclasta, Zometa, Aredia, qui sont des médicaments qui vont essayer de refaire rentrer le calcium dans l'os. Et évidemment, le meilleur traitement, c'est le traitement de la cause. Si on a un lymphome, une tuberculose qui donne une hypercalcémie, ben on va traiter le lymphome ou la tuberculose, évidemment. L'hypocalcémie, alors ça, c'est pas très, pas très excitant, on va dire, parce que le reste l'était vraiment énormément, je sais bien. Donc, un patient qui a une hypocalcémie, ben donc on avait dit, hein, confirmer que c'est une vraie hypocalcémie et pas simplement quelqu'un de complètement dénutri avec une albumine dans les chaussettes. Si c'est le cas, ben donc on fait le calcium ionisé, on voit qu'il est normal, c'est pas ça. Si c'est une vraie hypocalcémie, en gros, même réflexe que pour l'hypercalcémie, c'est la PTH qui est censée régler le calcium dans le sang. On dose la PTH. Soit elle est très élevée, ben très bien, la PTH elle fait ce qu'elle peut pour essayer de compenser l'hypocalcémie et c'est pas un problème de PTH, soit elle est basse, c'est rare.
C'est ce qui arrive quand on a une chirurgie de la thyroïde ou de la parathyroïde et que les PTH ne fonctionnent plus ou dans des rares maladies auto-immunes où les PTH se détruisent. Mais donc, en gros, retenir simplement problème de calcium, doser la PTH. C'est l'hormone qui règle le calcium, donc c'est comme ça. Soit c'est un patient qui a une insuffisance rénale et donc l'insuffisance rénale fait que la vitamine D devient moins active et donc le calcium baisse. Donc les patients qui ont une hypocalcémie, dans la grande majorité des cas, c'est des patients qui ont une insuffisance rénale, c'est plus fréquent. Ou alors, et ça c'est comme pour le potassium, c'est des patients qui ont une hypomagnésémie, des patients qui ont des grosses hypomagnésémies parce que ils ont des pertes de magnésium digestives ou rénales, peu importe, bah, ils vont avoir une inefficacité de la PTH ou même un blocage de la production de la parathormone par la parathyroïde. Et donc, si on a une hypocalcémie sévère, ne pas obligé de compléter l'ionogramme. Après, on peut retenir que si on a des ionogrammes bizarres, ben, on le complète, on dose d'office le bicard et le magnésium en plus du reste. Ça permet de réfléchir. Et puis alors, il y a les choses un peu plus auxquelles vous êtes peut-être plus confrontés en aigu aux urgences. Ben, c'est des patients qui ont des grosses pancréatites. Le calcium, il va se mettre dans les collections abdominales, donc ils vont être hypocalcémiques. Les patients septiques, souvent, ils sont hypocalcémiques. Et il y a quelques médicaments qui donnent des hypocalcémies, notamment les bisphares. Les médicaments qu'on donne pour l'hypercalcémie, forcément, ils peuvent, à contrario, aussi donner des hypocalcémies. Et donc, comment est-ce qu'on va traiter une hypocalcémie? C'est pas compliqué. On va donner du calcium. Soit de Péros, si c'est des petites hypocalcémies, soit par voie intraveineuse, si c'est des hypercalcémies menaçantes. Alors, si on donne du calcium, si on veut que le calcium soit bien absorbé, on leur donne de la vitamine D, sauf si les patients sont vraiment avec des doses de vitamine D tout à fait confortables, mais la grande majorité de la population est carencée puisque on ne va pas au soleil, et quand on va au soleil, on met de la crème solaire, donc on ne produit pas de vitamine D. Donc, si on ne prend pas des suppléments en vitamine D, on est carencé, à peu d'exceptions près. Et donc, si un patient est en hypocalcémie, on va doser sa vitamine D, c'est sûr, mais de principe, si on lui met de la bécure, on ne fait jamais une erreur. S'il y a une carence en magnésium, on la compense. Et si c'est des patients qui ont des hypoparathyroïdies, donc les parathyroïdes qui ne fonctionnent plus avec une PTH qui n'est plus efficace, ou qui ont des insuffisances rénales sévères et on n'arrive pas à s'en sortir avec le calcium et la vitamine D normale, on peut leur donner ces fameuses vitamines D qu'on appelle actives ou qui vont activer la vitamine D. Donc, c'est le Rocaltrol, c'est l'étalfa ou l'alpha-léo. Et alors, j'avais mis haute si vous aviez encore un peu envie de discuter, mais je me disais que c'était peut-être pas 21h, hein, pile poil. Ça, c'est beau quand même. Hein. 21h pile poil, donc on va peut-être garder, sauf s'il y a des questions par rapport à ces trois autres ions, mais qui sont un peu moins importants. Le chlore, concrètement, on s'en tape. Il va juste compenser le sodium ou éventuellement dans les acidoses, compenser le bicard. Le phosphore, bah, c'est souvent soit des pathologies rares, si dans les hypophosphatémies ou les syndromes de renutrition, soit dans l'insuffisance rénale quand il va monter, bah, de nouveau, ça, il n'y a pas grand-chose à savoir. Et le magnésium, j'en ai déjà parlé pour le reste, donc savoir qu'il faut quand même rechercher les hypomagnésémies dans les hypokaliémies et dans les hypocalcémies. Les hypermagnésémies, c'est très rare, même chez les gens qui en prennent beaucoup, parce que les effets enfin, les conséquences d'hypermagnésémie, ça commence genre quand la magnésémie est supérieure à 2 fois la norme, donc c'est quand même pas très fréquent. Donc, on y est, les fameux take home message. Ça veut dire que c'est la dernière dia. Euh, un patient aux urgences qui a des problèmes de troubles ioniques. Un, on l'interroge sur ses médicaments en recherchant principalement les diurétiques. Deux, on complète l'ionogramme sanguin qui, en salle d'urgence de base, comporte principalement donc le sodium, le potassium, le chlore, le calcium, le phosphore, en tout cas ici. Donc rajouter le bicard ou faire un pH. Ça peut être un pH veineux, ça ne doit pas être un pH artériel. Et rajouter le magnésium. Et alors, s'il y a des problèmes de troubles ioniques, c'est merveilleux si vous faites une chimie urinaire. Après, on peut toujours la compléter. Donc, même s'il y a des choses qui ne sont pas demandées, on peut toujours les rajouter après. Alors, ils les gardent 7 jours, je pense, au labo, les urines. Donc, on peut quand même toujours rajouter des choses. Mais une fois qu'on a commencé un traitement d'hyperhydratation, de correction de quoi que ce soit, c'est beaucoup plus compliqué à interpréter les chimies urinaires. Donc, en gros, vous avez un patient en salle d'urgence qui a un problème de trouble ionique. Vous lui demandez une analyse d'urine idéalement avec la créate, le potassium s'il y a du potassium, le sodium, l'osmolalité s'il y a des problèmes de sodium, le chlore éventuellement pour des choses un peu plus particulières dont je n'ai pas parlé ce soir. Mais vous ne faites jamais une erreur en demandant une chimie urinaire. Par contre, si on n'a pas la chimie urinaire, nous, c'est plus compliqué après de comprendre pourquoi le patient a eu ce trouble ionique. Et ce n'est pas uniquement pour se masturber intellectuellement, c'est aussi vraiment parce que dans certains cas, ça peut nous aider à prendre en charge les patients et à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont présenté ces troubles ioniques et donc à comprendre comment les éviter et à faire en sorte qu'ils les évitent. Et voilà. Est-ce que j'ai rendu ça marrant?
simple et marrant. Pour les questions? Ben voilà, je commence d'abord par remercier le docteur Muscat pour ses présentations que je trouve très intéressantes. Merci. Voilà, on a quelques questions Oui. pour vous. Donc, je vais commencer par la première question qui concerne les hypernatrémies plutôt. Donc, vous aviez dit qu'on devait apporter de l'eau et Oui. du sel, mais dans quelle séquence devrions-nous faire ça? Est-ce qu'on doit commencer par l'eau puis l'acide? Non, les deux en même temps, hein. Donc, c'est les deux en même temps. Alors, combien, c'est toujours difficile à dire. Mais donc, en gros, il faut considérer que les patients qui sont en hypernatrémie, à quelques rares exceptions près, mais qui n'arrivent pas aux urgences, qui sont plutôt des patients de soins intensifs où là, il y a vraiment un excès de sel. Mais donc, un patient qui arrive aux urgences avec une hypernatrémie, il est toujours en manque d'eau et en manque de sel. Et donc, il faut se dire qu'il a deux choses. Un, il est hypovolémique. Et donc, ça, on apporte du sel comme n'importe quel patient hypovolémique. Et donc, 1 litre, 2 litres, 3 litres, ça dépend du degré d'hypovolémie et ça dépend du l'âge du patient, sa fonction cardiaque, le degré de déshydratation. Et on apporte de l'eau. Et donc ça, il y a le calcul qu'on peut faire du déficit en eau libre, où on peut vite se retrouver parfois à des 5 litres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau libre, on en apporte toujours trop peu. On ne les corrige pas assez parce qu'on ne se rend pas compte, d'une part, que le déficit est plus important que ce qu'on pense, et d'autre part, que les patients vont continuer à perdre de l'eau parce qu'ils vont continuer à transpirer, ils vont continuer à respirer. Et donc, on calcule le déficit en eau libre et on se dit qu'on doit le corriger. Alors, il ne faut pas spécialement corriger en 24 heures, mais donc, si une patiente a un bon cœur, qu'elle est en hypernatrémie, en insuffisance rénale aiguë, bah, on peut très bien lui mettre 1 litre de liquide physiologique et 3 à 4 litres de G5. Il n'y aura pas de problème et ça va, enfin, le lendemain, sa natrémie sera déjà bien, bien améliorée et ça fonctionne aussi. D'accord. La prochaine, c'est si le patient n'est pas hypotendu, est-ce Oui, qu'on doit quand même apporter de oui, liquide physio? oui. Alors, oui, parce que normalement, un patient hypernatrémique est toujours un peu hypovolémique. Après, s'il est à 19 de tension, il faut peut-être se poser la question, hein, mais si c'est un patient qui est normotendu, il faut quand même lui en donner. Les patients, à la limite, les seuls patients où on pourrait se dire qu'ils ont une vraie hypernatrémie sans être en manque de sel, c'est les patients qui ont ce qu'on appelle un diabète insipide. Donc ça veut dire que le rein, euh, ils éliminent de l'eau parce que le rein n'arrive pas à l'avoir. C'est classiquement ce qu'on voit chez les patients qui ont eu des traitements par lithium, par exemple. Donc leur rein n'arrive plus à garder l'eau, donc ils éliminent plein d'eau. Et donc, ils ont une concentration en sel qui est trop haute, pas spécialement par manque de sel, mais vraiment par manque d'eau. Chez ces patients-là, alors oui, on peut leur donner uniquement de l'eau libre, en sachant qu'à côté de ça, normalement, ils mangent. Mais ces patients-là, normalement, boivent, et en fait, c'est des patients qui boivent des litres et des litres. Parfois, c'est des patients, quand ils sont opérés et qu'ils sont à jeun et ou qu'ils sont endormis, on ne se rend pas compte. Donc, ils vont avoir des grosses diurèses et ça ne va pas être compensé par de l'eau libre. Donc, ces patients-là, on peut leur donner juste de l'eau libre, ça va améliorer les choses. Mais le patient classique qui arrive en salle d'urgence, c'est un patient qui est lyophilisé, c'est parce enfin, ça a été la canicule, on l'a laissé sans manger, sans boire dans son lit, et on le retrouve comme un truc. Et là, clairement, il faut. Prochain. La deuxième question, ça concerne les hyponatrémies. Donc, quand on entend parler des hyponatrémies sévères symptomatiques, Oui, voilà, c'est vraiment euh, les la- symptômes. le classique. Alors, les symptômes, en gros, c'est confusion, léthargie, nausée, et puis les symptômes sévères, c'est confusion, c'est les convulsions, quoi, les crises d'épilepsie. Et donc, souvent, les hyponatrémies sévères, c'est en dessous de 120. C'est rare enfin, il me semble, en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est rare qu'une hyponatrémie au-dessus de 120 donne des symptômes sévères. Alors, à 125, ils seront déjà un peu confus, hein, typiquement les patients âgés qui ont des hyponatrémies comme ça, aux alentours de 125, on en voit quelques-uns. Et ils sont confus, ils peuvent être confus, il y en a qui sont super bien, mais il y en a qui peuvent être un peu confus. Mais souvent, quand on parle d'hyponatrémie sévère, c'est en dessous de 120, il me semble. Et donc ici, quels sont vraiment les symptômes pour corriger, pour dire corriger rapidement? Bah, C'est vraiment ceux-là. alors, oui, moi je pense qu'en dessous de 120, ça vaut quand même la peine de corriger le début rapidement. Et alors, si on regarde les recommandations, n'importe quel petit symptôme est un symptôme qui justifie qu'on mette de l'hypertonique. Et même si on va plus loin, dans certaines recommandations, ils disent que même une hyponatrémie à 125 chez un patient déshydraté justifie aussi l'hypertonique. Moi, concrètement, je ne le fais pas et je trouve que c'est difficile à mettre ça en pratique. Mais donc, en gros, un patient qui est confus avec une hyponatrémie en dessous de 125, 120, oui, moi, je lui mettrais de l'hypertonique. Mais donc, enfin, voilà, l'hypertonique, il faut savoir que ça corrige et parfois ça peut corriger vite. Et donc, il faut contrôler la natrémie. Alors, si on part de 120, 125, c'est très rare qu'on ait des problèmes. C'est souvent
Les myélolyses centropontine, c'est plutôt chez des patients avec des natrémies en dessous de 110, 105, qui ont en plus d'autres facteurs de risque qui sont alcooliques, qui sont dénutris, mais n'empêche que enfin, ça n'a pas de sens de prendre le risque parce qu'à part, donc si on corrige rapidement on dit 6 dans les premières heures, souvent les symptômes s'amenuisent, le patient est en sécurité, et puis après on peut corriger beaucoup plus lentement pour le reste. La troisième question, c'est sur les hypercalémies. Mhm. Dans quel dosage de bêta-mémétique doit-on mettre? On dit Moi, entre 5 et moi, j'en sais rien parce que je on n'utilise sait ça pas. jamais. L'avantage, c'est que comme j'ai déjà dit, je peux dire. Non, moi, les bêta-amyliques, je ne mets pas. Je mets du glucose et insuline, je mets du bicard. Mais j'avoue que je ne mets pas de Ventolin pour corriger. Mais c'est parce que souvent, les patients qui arrivent avec des hypercalémies sévères, ils arrivent en salle d'urgence. Et donc là, vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi les schémas de de bêta-mimétiques. Mais c'est vrai que sinon, moi, mes patients de consultation, je m'en sors toujours avec des chélateurs, adapter leur traitement, etc. Donc, je n'utilise pas de schéma de bêta-mimétique. Donc ça, je suis désolé. Mais ça se trouve sûrement très facilement sur Internet, sur UpToDate. Mais je ne connais pas le schéma de bêta-mimétique et je pense que c'est pas spécialement recommandé en première intention en plus. Pour les hypokaliémies, vous sauriez nous rappeler les quantités, enfin les apports, les quantités d'apports qu'on doit Pour corriger penser une pour les voies hypocalémie, périphériques? alors pour les voies périphériques, classiquement on dit 40 mètres par litre, maximum en 24 heures. On peut monter à 60. La pharmacie grince parfois un peu les dents quand on met 60 mecs sur 24 heures dans un litre de LP, mais normalement il n'y a pas de risque. Donc au niveau concentration sur une voie périphérique, en gros 40 à 60, donc on peut monter jusqu'à 60, mais classiquement on met souvent 40. Sur une voie centrale, on peut monter beaucoup plus haut, ça c'est les intensivistes qui connaissent, mais on peut monter à plus de 100 mecs par litre sur les voies centrales. On peut mettre deux voies périphériques, hein, donc le problème, c'est pas qu'on donne trop de potassium. À partir du moment où il y a des contrôles biologiques rapprochés, évidemment, on peut donner plein de potassium. Mais donc, si un patient est en hypocalémie, qu'on n'a pas le temps de lui mettre une voie centrale ou que, je sais pas, il est sous un plomb qu'on a peur, on met deux voies périphériques et on peut mettre deux fois plus de potassium, ça, il n'y a pas de problème, si on contrôle la prise de sang rapide. D'accord. Et faut-il systématiquement monitoriser les patients chez qui on apporte du potassium? Bah, il faut contrôler l'académie. Je ne pense pas qu'il faut les monitoriser. Il ne faut pas mettre tous les patients hypocalémiques, on ne les met pas au scope. Nous, on a plein de patients hypocalémiques à l'étage qui ne sont pas scopés. Mhm. Par contre, si on met des grosses doses de potassium, clairement, il faut leur mettre des contrôles biologiques. Alors, si c'est des doses, vraiment, si des patients avec des hypocalémies sévères, par exemple, parce ils ont eu des diarrhées, ils sont déshydratés, et on a corrigé la déshydratation, ils sont plus déshydratés. Du coup, ils vont perdre moins de potassium par leur rein. Du coup, non seulement on va leur en donner, mais en plus, ils vont arrêter de le perdre. Du coup, parfois, effectivement, ça peut monter assez vite. Donc là, oui, il faut faire des contrôles biologiques. Le minimum, c'est de faire un contrôle biologique s'ils ont 40 mecs dans une perf à 24 heures. Si en salle d'urgence, on donne plus, ou aux soins intensifs, on donne plus, ben, on fait des contrôles toutes les 4 à 6 heures avec des gazos de contrôle. Je vais juste regarder une question qui est posée ici. Lorsqu'on ajoute un dosage de magnésium, Oui, dosez-vous le magnésium érythrocytaire? alors non, parce que il me semble avoir déjà vu récemment que il était plus enfin, soit qu'il n'est pas remboursé, soit qu'il était même plus disponible, je pense. Donc moi, je dose le magnésium de base. Alors il faut savoir que le magnésium, c'est un mauvais reflet des stocks de magnésium de l'organisme, parce que c'est principalement aussi intracellulaire. Et donc on peut avoir un magnésium normal alors que on est carencé en magnésium en général, mais concrètement, les patients sont quand même plutôt souvent quand même bas s'ils sont carencés, donc on va remarquer qu'ils sont carencés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un est carencé en magnésium, on va lui en donner, il va remonter. Il faut continuer à lui en donner parce que c'est pas parce qu'on a corrigé la magnésémie donc sanguine, la magnésémie sanguine, la magnésémie, que les stocks intracellulaires sont reconstitués. Donc il faut en donner longtemps. Mais moi, je dose jamais le magnésium très intracellulaire. Toujours le magnésium classique. La dernière question, c'est comment prescrire le magnésium aux urgences? Quel dosage? Bah, ça dépend du degré d'hypomagnésémie. Si c'est des hypomagnésémies sévères, on va en donner à des doses quand même assez importantes. Donc c'est genre, je pense qu'on peut aller jusqu'à 1 gramme parfois en 20 ou 30 minutes. Enfin, ça, il faut revoir les schémas. Classiquement, pour des hypomagnésémies modérément sévères, on peut donner 1 gramme en 1 heure. Il ne faut pas le donner vite, en tout cas, on ne peut pas donner magnésium en IVD, ça c'est sûr. Mais donc, oui, sur 1 gramme en 1 heure, enfin, il y a des schémas qui existent selon poids, mais moi, en gros, 1 gramme en 1 heure, on ne craint pas grand-chose. Il faut savoir pour le magnésium que idéalement, il vaut mieux le corriger par voie orale,
Parce que quand on donne du magnésium en intraveineux, la magnésémie va temporairement remonter très très fort. Et donc ça, le rein va dire, ah tiens, il y a plein de magnésium, je vais pisser plein de magnésium. Et donc si on corrige du magnésium intraveineux, il faut savoir que la moitié du magnésium qu'on donne finit dans les toilettes. Du coup, il vaut mieux, si ce n'est pas une urgence, donner le magnésium péros, en sachant que le magnésium péros, c'est pas toujours très digeste et ça donne la diarrhée. Donc voilà, il faut essayer de trouver un bon équilibre. Mais si on peut favoriser la voie orale pour le magnésium, c'est toujours mieux. Si c'est impossible, on donne en IV, mais il faut savoir qu'il y a une grosse dose de magnésium qui risque de finir dans les cuves. Je vous remercie pour Avec votre grand plaisir. assistance. Ben voilà, c'est les dernières questions que nous avons pour aujourd'hui. Donc voilà, moi je profite pour clôturer ce trimestriel. Je profite pour vous communiquer le prochain rendez-vous qui aura lieu le 31 août. Non, c'est le 30 août 2023 et qui consistera en la prise en charge des dyspnées chez l'enfant. Voilà, je vous remercie pour votre participation. À la prochaine. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.